séjour militaire. Mon colonel, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présenter les prévenus qui comparaissent à l'audience de séjour. Commandant police audience, premier sergent-major Nyembo Mwambila Adolphe. À vos ordres. Armes au pied. Grève. 2022, déjà en matière répressive au degré d'appel dans l'enceinte du prison d'Indolo sur l'avenue Frambo numéro 9 dans la commune de Barumbu à Kinshasa. Affaire à continuation. RP numéro 054-11. À cause de l'auditeur général ministère public et partie civile contre le prévenu sur affaire. Le commissaire supérieur Christian Ngoy Kenga, commissaire supérieur adjoint Paul Mouilambo Londo, commissaire Jacques Migabo 15. Prévenu de détournement d'armes et munitions de guerre, association de malfaiteurs, enlèvement, assassinat, terrorisme et des insultes faites à Kinshasa le 7 janvier 2022. Prévenue, l'an 2022, 12e jour du mois, le deuxième jour du mois, vu l'article 239, entendu que le prévenu commissaire supérieur Christian Ngoy Kenga en détention à la prison militaire de Ndolo dans la commune de Barumbu à Kinshasa, régulièrement cité, refuse de comparaître devant la haute cour militaire siégeant dans la scène de la dite prison. Nous, signé colonel Bondé Egbawa Jean-Pierre, greffier du siège, nous trouvons dans la scène de la prison militaire de Ndolo, donnons sommation au prévenu précité, lequel refuse de comparaître au motif qu'il est malade, afin de quoi nous avons dressé le présent procès verbal en présence des agents ci-dessus et le prévenu refuse de signer. Il s'agit de Moussa Sarolan, commandant second, DS, Mongé Lancélé, capitaine chef détention, et Kapwadi Mouda AC, chef bâtiment. Les parties civiles. Mais l'instruction de cette cause à charge des prévenus a révélé que le double assassinat avait été planifié, prémédité et perpétré par l'inspecteur général de la police de Numbi avec le concours du commandant du bataillon Simba, un bataillon qui était à sa solde comme une milice. Et le commandant, c'est le prévenu Ngoy Kenga Christian, avec le concours de quelques-uns des éléments de ce bataillon Simba de la police nationale. Pourtant, la Constitution de la République, en son article 182, dit clairement que la police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités. En outre, l'article 183 de la Constitution est très décisoire. Parce que cette disposition dit: la police nationale est apolitique, elle est au service de la nation congolaise. Nul, je reprends, nul ne peut la détourner à ses fins propres. Elle exerce son action sur l'ensemble du territoire national dans le respect de la présente Constitution et des lois de la République.
Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, Monsieur l'auditeur général, la peine qu'éprouvent les Congolais, le peuple congolais, c'est que même l'armée, à travers le général Djadidi, a été associée à ce double assassinat. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a converti sa parcelle en un cimetière où devait être creusé le tombeau qui aurait enseveli jusqu'à ce jour Fidel Bassana. Mais que disent les articles 187 alinéa 3 et 188 de la Constitution par rapport à la protection ou à la mission de l'armée. Dans les conditions fixées par la loi, c'est l'article 187 alinéa 3. Les forces armées participent en temps de paix au développement économique, social et culturel, ainsi qu'à la protection des personnes et de leurs biens. Article 188. Les forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la nation toute entière. Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins propres. Elles sont apolitiques et soumises à l'autorité civile. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, Monsieur l'auditeur général, en rappelant à la Cour les arriérés qui donneraient à ce procès un goût d'inachevé, les partis civils, à travers les présents prolégomènes, vont vous développer, vont vous exposer ce que Hannah Arendt, dans son étude totalitarisme et banalité du mal, a nommé le mal extrême. Comment en était-elle arrivée là? Comme vous le savez, en 1961, nous sommes en avril, se tenait ou a été ouvert à Jérusalem le procès d'Adolf Eichmann, un lieutenant-colonel aussi. Un lieutenant-colonel nazi qui tuait, qui massacrait les Juifs au nom de la désobéissance, non, de l'obéissance totalitaire. Au nom de l'obéissance totalitaire. Et Hannah Arendt a défini cette obéissance totalitaire comme la perversion de l'idéal de la loi. Et vous l'avez vécu, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, Monsieur l'auditeur général. Devant cette Cour, l'obéissance totalitaire a conforté le prévenu Christian Ngoï Kenga de méconnaître votre autorité. Tout en banalisant le double assassinat. Donc toute question que vous pourriez lui poser sur le double assassinat, il dit qu'il a rendu d'énormes services à la République. La banalité du mal. C'est ça. C'est pour cela, dans ces prélogomènes,
nous allons épingler 5 fléaux. Le premier fléau, c'est la déification de la fonction présidentielle dans ce pays. Dans le préambule de la Constitution de la République, le peuple congolais réaffirme son adhésion et son attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, aux conventions des Nations unies sur les droits de l'homme, sur les droits de l'enfant et sur les droits de la femme, particulièrement à l'objectif de la parité de représentation homme-femme au sein des institutions du pays, ainsi qu'aux instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains. Ça, c'est le peuple congolais qui l'affirme. Dans le préambule de la Constitution de la République. Ce postulat constitutionnel rend l'État débiteur de l'obligation de respecter la personne humaine et de la protéger comme prescrit à l'article 16 de la même Constitution qui interdit en même temps tout traitement cruel, inhumain ou dégradant de la personne humaine. Cependant, en l'espèce, l'obéissance totalitaire au commandant suprême, président de la République, a fait de celui-ci un dieu au-dessus de la Constitution et des lois de la République, au point que les acteurs du double assassinat, criminels de bureau et ceux de terrain, ont cru exécuter un ordre divin. Les dépositions de tous les intervenants remontent toutes au général Lumbi, agissant comme la courroie de transmission des directives, instructions, orientations, bref, de la pensée, de la volonté du commandant suprême que fut le président Kabila. Il s'agit donc d'une dérive de la fonction présidentielle qui a réussi à pervertir dans une hybris inexplicable le lieutenant-colonel Ngoy Kenga Kenga jusqu'à désobéir à la haute cour de C. Le deuxième fléau, c'est l'exécution des ordres manifestement illégaux. Tandis que l'article 28 de la Constitution de la République dispose « Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et des bonnes mœurs. La preuve de l'illégalité manifeste de l'ordre incombe à la personne qui refuse de l'exécuter. Mais les exécutants du double assassinat dans ce procès, tous agents de l'État, payés par le trésor public, après avoir collecté nos impôts, à la police comme à l'armée, ces exécutants disaient, ont au contraire rempli le devoir d'obéissance totalitaire au commandant suprême pour imprimer la peur aux opposants d'une part et en perspective de sa Organisation de promotion des défenses des droits de l'homme est donc censée postuler des demandes du fait que son président a été assassiné dans l'exercice de ses fonctions. Et nous allons vous dire ceci. Quand nous prenons la théorie des obligations, puisque nous sommes dans le système romano-germanique, et surtout que nous sommes dans la francophonie, Alex Well et François Terré
disent que les personnes morales de droit public peuvent postuler des demandes devant le tribunal pourvu qu'ils prouvent qu'ils sont reconnus par la loi. Et dans le cas d'espèce, la voix des sans-voix, organisation de défense des droits de l'homme, est reconnue par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et quand vous prenez Boris Stark, Alex Well, ou encore chez nous ici, Kalongo Mbikai, donc la voix des sans-voix est censée recevoir, être reçue pour ces demandes devant la Cour des Seigneurs. Monsieur le Président, nous avons lu l'arrêt rendu par la Cour des Seigneurs. Et nous avons constaté pendant au premier degré, et nous avons constaté qu'il y a une confusion quant au montant alloué à la voix des sans-voix. L'organisation La Voix des sans-voix, c'est elle qui a été victime de l'assassinat de Floribert Chebeya. Nous sommes surpris que quand nous lisons cet arrêt, on a accordé des sommes modiques à la voix des sans-voix par rapport aux autres partis civils. L'organisation La Voix des sans-voix, œuvrant au sein de la société civile et par rapport aux règles générales d'application en la matière, n'est pas à négliger en tant que victime. Il y a certainement une confusion. Au niveau de la société civile, il n'y a pas d'autorité morale pour dire que non, et ce n'est qu'une organisation, mais c'est l'organisation qui fait les hommes. La société civile, c'est comme ça et c'est universel. Ce sont les organisations qui font les hommes, et l'organisation de La Voix des sans-voix est une organisation démocratique qui a élu de manière légale M. Chebeya, qui lui a confié des missions, qui a exercé ces missions-là au niveau national et au niveau international. Et malheureusement, dans l'exercice de ces fonctions, notre compagnon de lutte va mourir. Et dans quel contexte il est mort, Monsieur le Président? Monsieur Chebeya était toujours en relation avec les autorités. Chaque fois, les droits de l'homme étaient violés et il était légaliste. Il aimait dialoguer dans le cadre du partenariat entre l'État et les organisations de la société civile pour construire le pays. Mais, à notre grande surprise, les agents de l'État, les policiers œuvrant au sein du quartier général de la police, alors que monsieur avait pris des rendez-vous réguliers pour traiter avec les institutions de la question des conditions carcérales des Congolais devant les installations de la police, quelle est notre grande surprise, Monsieur le Président, que M. Chebeya, tous agents de la police nationale, ont seulement arrêté Chebeya et Fidel Bazana, membres de l'organisation de La Voix des sans-voix pour les hommes, les droits de l'homme, mais en pleine journée, ils l'ont scotché, ils l'ont cagoulé et ils sont morts au sein même des installations de la police. Cela dépasse
tout entendement. Et pourtant, il s'agit des policiers vêtus, payés par les finances publiques de la République démocratique du Congo. Œuvrer. Et, Monsieur le Président, il y a une cause, un préjudice qui a été causé à la voix des sans-voix, un préjudice de cause et à effet, Monsieur le Président, qui a fait que l'organisation La Voix des Sans-Voix a le droit de postuler des demandes. C'est pour cela, Monsieur le Président, La Voix des Sans-Voix, organisation reconnue, a subi un dommage terrible, plus que tout le monde. Et Monsieur le Président, ce que nous avons constaté devant le premier juge, c'est quoi? On néglige la voix des sans-voix, on pense qu'il n'a pas droit à obtenir des dommages intérêts, et on lui a loué une somme modique. La voix des sans-voix demande qu'il lui soit loué, comme c'est un pays de millions, $1 million payable au droit en francs congolais au taux du jour. Monsieur le Président, Fidel Castro, arrêté à Cuba, a eu le temps au moins de plaider sa cause. Et dans sa célèbre plaidoirie, il a écrit l'histoire Makitera. Et Monsieur le Président, quand vous prenez le procès de Rivonia, Ce jour, et personne ne l'a contesté, et je crois que nous n'allons pas faire un débat autour de cela. Si le président de l'ONG veut contester, maître, il n'a que le faire par écrit. Nous nous en tenons à ce qui a été déjà dit. Maître. La profession universelle, il n'est pas normal qu'un avocat vienne censurer une plaidoirie et il vous demande de faire ce travail-là. Je vous le dis, Monsieur le Président, depuis que j'ai 30 ans, je prends devant la haute cour militaire. Comment on peut vouloir manipuler la voix des sans-voix? Ce n'est pas pour le président là. C'est une organisation autonome. Et je suis avocat. Maître, ça ne se fait pas. Maître, retirez-vous. La Cour a déjà... Ignore que l'audience de ces jours était consacrée aux réquisitoires et plaidoiries de tous les contingents des partis civils. Le ministère public est surpris de voir, au lieu que les partis civils puissent conclure conformément à ce qui a été dit, elles viennent de déposer ce que les partis civils elles-mêmes appellent les prolégomènes. Et là, Monsieur le Président, c'est un autre débat. Un autre débat dans la mesure où nous attendions les conclusions des partis civils. Les conclusions des partis civils n'ont pas été faites. Il sera pratiquement difficile pour l'officier du ministère public de faire son réquisitoire. L'article 74 est clair à ce sujet de déroulement. Puisqu'il s'agit d'une demande des partis civils pour des cas qui n'ont pas été suffisamment exploités par la Cour, et dans le, dans le besoin d'un procès équitable, il serait souhaitable, Monsieur le Président, et c'est l'obligation de la Cour de pouvoir recevoir ces prolégomènes et de répondre afin que l'ordre soit revenu dans la maison et que nous puissions, Monsieur le Président, faire nos réquisitoires. L'avis du ministère public est favorable.
en ce sens que certaines zones d'ombre auxquelles les partis civils ont fait allusion, notamment sur la désertion simple, posent problème. Et il va de l'intérêt de tout le monde, mais pour ce procès, pour que ces zones d'ombre soient élucidées. Voilà, Monsieur le Président, la position ou l'avis du ministère public en nation. Nous avons dit. À ce jour, juste pour éclairer certaines choses, parce que nous venons de suivre le ministère public qui dit qu'il est vraiment en difficulté. Mais nous, la partie prévenue, nous nous posons la question de savoir. Il y avait un devoir aujourd'hui. Il y avait un devoir et nous pensons que la Cour devait se référer à ce devoir. Nous nous sommes préparés pour ça. Notre client, Paul Milambwe, quand il a accepté volontairement de venir plaider sa cause ici à Kinshasa, c'est pour qu'il soit lavé. C'est pour que la justice puisse être faite. Je me rappelle les mots qu'il avait prononcés, les premiers mots d'ailleurs. Monsieur le Président, votre honneur, je suis venu en République du Congo, la République démocratique du Congo, pour comparaître. Si réellement vous trouvez que non, je suis impliqué de loin ou de près dans ces doubles assassinats, Monsieur le Président, votre honneur, n'hésitez même pas une minute à me condamner. Mais si vous trouvez que non, dans tout ce qui s'était passé, je ne suis impliqué ni de près ni de loin, Monsieur le Président, votre honneur, vous avez l'obligation de m'acquitter. Voilà le mot que Milambwe avait dit. Et je pense que la Cour devait quand même se référer à tout ce qui a été dit. Nous venons de suivre une scène ici de la partie civile. Même nous, la partie prévenue, ça ne nous a pas achanté. Ça ne nous a pas achanté dans le sens où quand un confrère parle, la moindre des choses, qu'il termine d'abord à parler et puis vous allez prendre la parole après. Mais quand tout un groupe d'avocats que je respecte beaucoup parce que la plupart sont... Mais laissez quand même l'ordre de parler. Mais ce qui n'a pas été fait, c'est un peu désolant. Mais pour nous, la partie prévenue, nous avons déjà préparé notre note de plaidoirie. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, votre honneur, je peux passer la parole à mon confrère pour vous faire la lecture de ce qui était dit. Le Président, Monsieur de la Haute Cour, Monsieur l'auditeur général, la scène de tout à l'heure nous laisse perplexes dans la mesure où nous ne savons pas par où commencer, parce que il est vrai que dans un procès pénal, il y a deux parties principales. Nous avons la partie poursuivante qui est le ministère public et la partie prévenue. Toutes les autres parties, qu'elles soient partie civile ou le civilement responsable, viennent s'agripper au sort des autres parties. Et d'ailleurs, puisque nous parlons de la partie civile, votre haute cour, parce qu'il faut le rappeler, Monsieur le Président, avec votre autorisation, que les parties civiles ne viennent que pour les intérêts civils. Ça, c'est un élément de taille. Et que ces intérêts civils peuvent être loués même d'office. Votre honneur, les intérêts civils peuvent être alloués même d'office. En d'autres termes, la partie civile peut ne pas comparaître, la partie civile peut ne pas plaider, mais s'il est établi les infractions dans le chef de prévenu, un tribunal ou une cour, et en l'occurrence votre haute cour, peut d'autorité allouer de dommages et intérêts. Mais votre honneur, nous sommes écœurés de voir que déjà au sein de la même partie, c'est vrai, nous n'allons pas entrer dans la guerre qui existe au sein de la partie civile, dite civile. Mais nous voulons simplement dire une chose, votre honneur,
que pour la République, qui est censée répondre de faits reprochés ou qui seraient reprochés aux prévenus, au cas où ils étaient condamnés, nous pensons que chacun est libre de plaider comme il peut et comme il veut. La plaidoirie, c'est l'instant le plus délicat pour un avocat. Et donc, votre cour ayant instruit pendant des semaines, pendant des mois, cette affaire, en ce moment où vous nous invitez à présenter nos conclusions, j'estime que la cour, à son niveau, a suffisamment les éléments qui pourront utilement lui permettre de prendre un arrêt ou une décision qui puisse, j'allais dire, satisfaire la justice congolaise. Mais vivre des demandes, pratiquement, alors que nous sommes en train de chuter, solliciter des comparutions de X, de Y. Mais, Monsieur le Président, dites-moi, qu'est-ce que la comparution de toutes ces personnes viendrait ajouter sur les postulations de dommages et intérêts? C'est ça la grande question que la République se pose. Qu'est-ce que la comparution de toutes ces personnes, ou j'allais dire, quelle serait l'incidence de la comparution ou non de telle ou telle personne sur les postulations en dommages et intérêts? Humblement, Monsieur le Président, Monsieur de la Haute Cour, Monsieur l'auditeur général, je n'en trouve pas. Mais puisque nous ne pouvons pas avancer sans la partie civile, je pense que la République est à mal de donner une position par rapport à cette postulation. Elle se remet à la sagesse de la Haute Cour, nous avons dit. Beaucoup pour la parole. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, Monsieur le ministère public. Le parti civil et les ministères publics, ainsi que les prévenus, puisqu'il y a aussi la République, font ces procès. Qu'on ne nous oblige pas à nous retirer. Nous ne sommes pas prêts à nous retirer de cette instance. Nous sommes là, nous y resterons jusqu'à ce que la vérité éclate. Nous sommes prêts à cheminer avec la Haute Cour jusqu'à l'éclosion de la vérité. Les préalables ont été soulevés par mon estimé confrère, le coordonnateur du collectif Richard Bondo. Nous appuyons ces préalables. Et nous voudrions ajouter ceci. Nous n'allons pas tomber dans les pièges des prévenus. Parce que, si vous ne le savez pas, Monsieur le Président, je voudrais déjà vous annoncer que si ces prévenus sont pressés de plaider, c'est parce qu'ils savent qu'il y a des zones d'ombre pour lesquelles, ces zones d'ombre pour lesquelles ils veulent profiter pour que demain, qu'ils aillent en cassation. Que deviendront les allocations de dommages et intérêts si votre arrêt est cassé demain? Nous ne sommes pas là, nous les partis civils, pour vendre le sang de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana. Nous ne venons pas demander la contrepartie de ces sangs versés. Nous venons faire le procès avec le ministère public et les autres partis pour découvrir la vérité. Monsieur le Président, distingué membre de la compagnie, Monsieur le ministère public, vous vous êtes référé à l'article 249, autrefois pour dire toutes les questions en suspens, vous allez les soulever dans l'autre procès. Nous voudrions bien les soulever dans l'autre procès, qui sera peut-être ouvert bientôt. Mais dans l'autre procès, nous n'aurons pas Paul William pour lui poser des questions en rapport avec la désertion. Or, c'est là le piège. Ils veulent que par rapport à ça, que les zones d'ombre demeurent, pour que demain, qu'ils aillent en cassation, qu'il aille en cassation. Nous n'accepterons pas que l'arrêt que vous allez rendre demain soit cassé après-demain. Monsieur le Président, que faites-vous de l'article 14 du pacte international sur le droit civil et politique? Cet article 14 qui garantit le procès équitable. Sans être l'avocat de Paul Mulamboy, j'ai dit,
qu'il est poursuivi pour désertion simple, nous sommes obligés, nous, quand bien même il y a des règles ordinaires qui veulent à ce que les partis civils viennent pour postuler les dommages d'intérêt, nous disons, ça c'est la théorie. Mais en pratique, qu'est-ce qui se passe? Les partis civils accompagnent le ministère public dans l'administration de la preuve. Nous l'avons fait activement devant votre haute cour. Et il y a des éléments qui vous ont suffisamment guidé que les partis civils vous ont apporté. Et d'ailleurs, si nous sommes dans cette phase, c'est parce qu'un travail a été fait par les partis civils. Et nous voudrions que la vérité soit celle que nous recherchons, que ce soit la vraie vérité qui sera coulée dans votre décision. Les partis qui ont joué un rôle ou un autre dans le double assassinat, on ne sait pas. Mais lorsque nous disons que nous avons besoin d'avoir ces personnes, c'est l'avis du ministère public, pour savoir quelle est la partition de chacun dans ce double assassinat. Pensez-vous qu'avec le passage de ces personnes appelées comme témoins, la vérité ne pourrait pas éclater? Monsieur le Président, nous avons pleinement confiance en la haute cour. Si nous commettons, nous et le ministère public, l'erreur d'aller sans l'appel de ces renseignants, les prévenus vont en profiter. Vous ferez une œuvre qui sera cassée demain. Ça, les partis civils vous préviennent déjà. Ils veulent profiter des zones d'ombre pour aller demain en cassation. Et les dommages intérêts, nous n'en avons pas besoin parce que les sangs de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana ne sont pas à échanger contre une contrepartie qu'on peut appeler dommages intérêts. La vie humaine n'a pas de prix. Ce qui est arrivé à Floribert Chebeya et à Fidel Bazana, qui pouvait arriver à n'importe qui aurait accompagné Chebeya, peut arriver à n'importe qui de ma famille, de la famille de Maître Ngomo et même de votre famille. N'acceptons pas d'avoir un procès, d'avoir une décision qui ne va pas refléter la vérité. Nous avons dit, sous réserve d'être 19 pour mettre Attention, dans la salle. Je disais, nous renvoyons la cause au mercredi prochain 19 pour rencontrer la préoccupation de la partie civile. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Sur ce, merci. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon colonel, l'audience est suspendue. À vos ordres, mon colonel. Armes au pied. On va donner les mais on n'a pas aussi donné les